Bonjour. En tant qu'historienne, certes médiéviste, je dois résumer, en moins de 10 minutes qui me sont imparties, l'histoire contemporaine de la fondation en 63 et du développement de l'ASPAR, par Pierre Ponsic, donc l'historien archéologue, qui la préside jusqu'à sa mort à Perpignan le 23 décembre 1999. Il faut dire que depuis 2 ans, lors de mes promenades dans Perpignan l'été, je suis restée parfois stupéfaite, effarée, inquiète, sinon en colère, de certains aménagements perpignanais. Alors je prendrai l'exemple du bâtiment le plus proche de chez moi, par exemple devant l'affreux enduit dont on a abondamment tartiné les murs de Saint-Jean-le-Vieux, jusqu'à faire disparaître non seulement l'esthétique médiévale, mais toute trace de méthode de datation par les joints, qui avaient pourtant fait depuis si longtemps leurs preuves. Enfin, le 10 février dernier, alerté par un courriel d'André Balint, je découvre depuis Paris les photos de destruction menaçant le quartier Saint-Jacques. Pour rejoindre le collectif et sa pétition lancée par Philippe Assens sur le site change.org, j'ai décidé de tirer des oubliettes, une fois pour toutes, la pensée étonnamment d'actualité, ou plutôt incontestablement visionnaire, du président fondateur de l'ASPAR. Car c'est bien lui qui, dès 64, impulsa pour cet ancien quartier médiéval chrétien, juif, puis conservatoire unique de la mémoire moderne gitane catalane, l'idée de créer le bastion Saint-Jacques et le jardin public méditerranéen de la Miranda, réalisé ensuite par la municipalité de Perpignan. Il développait ainsi aussi une politique de l'arbre, de l'espace vert et du décor végétal, et estimait que la protection du patrimoine artistique ne pouvait se borner aux seuls grands monuments. En fait, il recherchait la clé des problèmes archéologiques dans les petits édifices modestes, plus souvent préservés de tout remaniement. Et il n'aurait jamais accepté la dédensification ou la démolition du parcellaire de Saint-Jacques, dont l'origine médiévale lui donne justement sa personnalité unique à Perpignan. Il recommandait au contraire de tout faire pour éviter que les progrès indispensables du confort de l'habitat n'uniformisent et ne banalisent ce quartier. Donc, que retenir de son programme développé en 36 ans d'activité à l'ASPAR pour mettre en valeur notre patrimoine départemental, du littoral, de la plaine, de l'arrière-pays, et y compris montagneux. Alors, je reviendrai d'abord sur l'homme, dont l'histoire de l'ASPAR est un volet indissociable d'une œuvre plus globale. Puis, j'essaierai de citer quelques cas notoires d'abandon ou démolition dénoncés en son temps par l'ASPAR. Enfin, je choisirai des exemples de succès dans les innombrables actions de mobilisation pertinentes de l'association, car ce sont aussi ces succès obtenus de longues luttes, hautes luttes, et aujourd'hui visibles dans le centre urbain, qui motivent aujourd'hui sa refondation. L'ASPAR sut, à l'époque, mobiliser des Perpignanais et habitants de tout le département, à repenser la notion de patrimoine, à l'aborder autrement pour empêcher notamment les dégradations, démolitions, abandons déjà et démolitions irréparables pour nos mémoires urbaines, rurales et environnementales. Donc, selon quels principes et modes d'action Pierre Ponsic militait-il de toutes ses forces avec l'ASPAR pour préserver, tant que se peut, nos sites naturels et ceux façonnés par l'homme, ces sites culturels millénaires, séculaires ou modernes. Alors, né en Roussillon en 1912, doté d'une mémoire d'acier et d'un tempérament à toute épreuve, d'une très large culture classique et humaniste, passée par la maîtrise du latin, la paléographie et d'autres sciences préhistoriques, protohistoriques et historiques, chercheur précoce et prolifique, cofondateur de 3 revues, collaborateur à plusieurs autres, c'était certes un intellectuel, mais tout autant un homme de terrain.
amoureux fou de la nature et passionné de tout. Au quotidien, il pouvait dans une même journée planter un olivier, transcrire et traduire une charte carolingienne, rédiger un article, y compris en catalan, manier ensuite la truelle sur un échafaudage pour restaurer une façade en péril. Le tout quelques minutes avant de mener une visite historique ou archéologique, puis repartir parfois exposer une autre conférence à un colloque scientifique. En fait, il s'est levé toute sa vie d'adulte à 3 ou 4 heures du matin. C'était un marcheur et un grimpeur increvable depuis l'enfance perpignanaise et miassoise. Donc, il prit le temps de comparer les cartes et les paysages, de regarder, observer, analyser, de photographier, de parcourir à pied les moindres recoins, cols, pics, panoramas, explorer les pentes, les ravins, les sentiers et les montagnes du département, comme de sillonner à vélo dans sa jeunesse avec l'archéologue Annie de Pouce de 1947 à 1954, en jeep avec leurs amis, puis dès 1957 avec ma mère au volant, Hélène Louis, tous les villages, hameaux, lieux-dits, routes et chemins départementaux, même les plus impraticables. En 1963, il est déjà connu, fondateur-directeur en 51 des études roussillonnaises, revue d'histoire et d'archéologie, créée avec son ami l'archéologue Annie de Pouce, qui la cofinance avec lui, et un court temps, l'historien de l'art Marcel Durlia, mais ce dernier les quitte en 1953 pour un poste à l'université de Toulouse, et Pierre Ponsic rajoute alors au titre de sa revue la dénomination méditerranéenne pour en élargir le champ d'études à tout l'arc nord-méditerranéen. Annie de Pouce collabore à cette première série des études jusqu'en 1955 et d'autres amis jusqu'en 1957 comme le préhistorien Jean Abelané. Mais Pierre Ponsic, qui porte la revue à bout de bras et sans aucune subvention, est aussi très occupé par une infinité d'autres activités. Il devient en plus conservateur des antiquités objets d'art, puis du palais de Rodde-Majorque et du vieux Perpignan. Donc, cet Aspar qu'il fonde avec ses amis proches, Élie Ruff, Yves Chevalier, Jacques Aymar, Néna Emmanuel Badoza, Noël Balbier, excusez-moi, premier secrétaire général donc, de l'Aspar, Émile Deléon, premier trésorier, Hélène Ponsic, son épouse. Et donc cette association se lance dans l'action concrète comme bénévole pour sauver et valoriser tout le patrimoine artistique et historique roussillonnais. Ce cap est maintenu jusqu'à son décès en 1999. Ce qu'on sait moins, c'est que son idée de l'ASPAR émerge plus tôt. Dès les années 30, lorsqu'il fait ses études à Paris, à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études et à l'école des Chartes, Pierre Ponsic y pense. En témoigne un cahier de projet rédigé au crayon papier, que je n'ai pas ici, mais que j'ai retrouvé dans ses archives en cours d'inventaire. Cet ancien projet, il y repense en 1961. Pierre Ponsic reçoit alors la présidente fondatrice des Vieilles Maisons Françaises. C'est une personnalité parisienne qui l'amène sur le site de l'église romane et de l'ancien château vicomtal de Tazzo d'Availle, entre Elne et Argelès. Il s'agit de la marquise d'Eamodio, née Anne de la Rochefoucauld. Lors de sa visite, il lui explique la priorité d'une opération de sauvegarde et restauration de ce site exceptionnel, de la nécessité de reprendre de réelles fouilles du site archéologique antique et lui montre les chapiteaux sculptés de l'église, les vestiges médiévaux importants donc d'enceintes, donjons et châteaux, qui fut le siège de vicomte du Roussillon. Et à l'époque, le site est occupé par des ouvriers agricoles, divisés en plusieurs propriétés et affligés de placards publicitaires, d'enduits agressifs, d'un transformateur électrique. Son église, intacte, extraordinaire, est même transformée en bergerie, grange et remise. Pierre Ponsic milite pour l'achat de tout ou partie de ces bâtiments, leur dégagement, le classement, la restauration et même la plantation d'arbres. En fait, il est fermement convaincu dès 1961 que mettre en valeur le site de Tazzo dans une zone littorale aussi fréquentée serait exemplaire. Donc, pour essayer de susciter l'intérêt des autorités locales sur ce site exceptionnel, mais abandonné dans un état déplorable,
pour éviter les destructions irréparables. Il suggère l'idée d'une auberge de campagne sur le modèle raffiné des paradors, modèle existant déjà dans la Catalogne Sud, donc en Espagne, et réussi. En 63, parallèlement donc à ses activités professionnelles, publications scientifiques, recherche et exploration, il rédige enfin les principes de l'association dans un texte, le patrimoine esthétique roussillonnais et sa mise en valeur dans le cadre de l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon. Il diffuse ce texte sous forme d'un rapport en octobre 64 au préfet de l'époque, au sénateur Gaston Pams, au sénateur des PO, à Léon-Jean Grégory, président du Conseil général, au ministre de la Culture André Malraux et à Pierre Racine, président de la mission interministérielle pour l'aménagement du littoral. Depuis 2000, j'ai feuilleté plusieurs fois ce rapport de 64 qui inventoriait les sites naturels, monumentaux et archéologiques à sauvegarder et à valoriser lors de cet aménagement du littoral. Il voulait soumettre aux autorités les plus hautes, pour des sites et monuments, des projets exemplaires ou rentables pour le tourisme culturel. Surtout, il donnait un ordre de priorité aux opérations à envisager. Commencer un inventaire par commune, puis lancer des études historiques et archéologiques pointues avant d'échafauder le moindre plan d'urbanisme. Cet essai de 64, d'une trentaine de pages dactylographiées sur le patrimoine monumental et naturel des PO, déclenche alors la visite de Houlet, directeur de la Caisse nationale des monuments historiques, et son rapport en janvier 65. Puis en juin, l'envoi dans les PO d'une mission interministérielle qui aboutit au vaste et long programme de restauration des principaux monuments de la ville et du département. Palais des Rois de Majorque, cathédrale de Delne, église et cloître. Saint-André de Sorède, Saint-Genis-des-Fontaines, Couchat, Cérabonne, Arles, Coustouge, que pour la première fois en France, la Caisse nationale des monuments historiques finançait. Alors à tous ceux à l'AG qui n'auraient pu le lire, sachez qu'on peut trouver le résumé de ce rapport en 64 dans le numéro 25 de la revue Cerca, édité en 65 par les archives départementales de Perpignan et que mon père d'ailleurs a contribué à fonder aussi cette revue. Alors en 64, l'action de l'ASPAR sur les sites, paysages, bâtiments, objets du département, débouche aussi sur la création, donc par Pierre Consig, du premier atelier associatif en France de restauration des objets non classés. Bon, alors vous savez donc que cet atelier de restauration au Palais de Rode-Majorque, pris en charge dans la mesure de ses moyens financiers et matériels, il y avait un unique employé permanent, l'artiste Jaume Liado, la restauration de tous les objets d'art et mobilier départemental des communes, si importants, mais trop souvent donc sans protection et parfois disparus suite à des vols. Alors dans les décennies qui suivent, forte du soutien enthousiaste des principaux historiens, archéologues et hommes de culture du département, l'action de l'ASPAR permet au final une meilleure connaissance de Perpignan et du Roussillon. Elle contribue avantageusement au tourisme culturel de la ville et du département. Son objectif incessant, que les autorités prennent conscience de ne point négliger les incomparables atouts de son patrimoine urbain.